quartier du Queens, il faut se pincer pour se dire qu'on est à New York, à quelques encablures de Manhattan. Cela pourrait être n'importe où ailleurs, là où tout est tranquille, dans les contours de l'American Dream. Le promoteur Fred Trump y a bâti une belle maison pour sa famille. Il n'y passe pas beaucoup de temps puisqu'il travaille comme un forcené. Son programme était simple, épouser Marianne MacLeod, une jeune Écossaise modeste, gagner le plus d'argent possible et donner ses leçons à ses enfants, le petit Donald et le deuxième fils. On est presbytérien par habitude. Prière, sermon, lecture enfoncent encore un peu plus le clou du conformisme ou le capitalisme à valeur d'évangile. Et le succès en dollars reçoit la bénédiction du Seigneur. Le pasteur s'appelait Norman Vincent Peale. Il avait écrit un livre intitulé « La puissance de la pensée positive ». Pour citer l'auteur, gravez dans votre esprit une image de vous qui réussit. N'oubliez jamais cette image. Ne laissez jamais le concept d'échec entrer dans votre esprit. Gardez cette notion de réussite à l'esprit. Si quelque chose ne fonctionne pas, rejetez la faute sur quelqu'un d'autre. Toute la famille vit au rythme du père. Les affaires marchent pour Fred Trump, qui construit des logements dans tout le Queens pour les soldats démobilisés. Le petit Donald aimerait bien que Fred le remarque. Il a pourtant bien retenu la leçon de son père. Attaque au lieu de te défendre, et si on te frappe, tu frappes encore plus fort. À 13 ans, il est intenable, on s'en débarrasse, direction le collège militaire. Son père l'a soudainement envoyé en pension dans une école militaire. Et cette séparation de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de son environnement, a grandement traumatisé Donald Trump. C'est un dépotoir à cancres et gosses de riches perturbés, livrés à des gardes chiourmes qui leur font endosser l'uniforme et de fortes convictions viriles. On peut essayer d'y survivre en rusant avec les failles du système. Pour les garçons, l'école militaire a toujours été considérée comme une prison, une maison de correction. À l'école militaire, les cadets sont sous l'autorité de leurs aînés. D'après moi, il n'y a rien de plus cruel que d'être sous les ordres d'un adolescent. Il lui a donc fallu apprendre à devenir une brute épaisse, ce qui faisait partie de la formation de l'école militaire. La direction prétend maîtriser les élèves par un entraînement sportif intensif. Or, c'est justement au cœur d'un tel modèle que l'adolescent Donald va repérer le maillon faible. Donald m'a raconté beaucoup de choses horribles qui se faisaient là-bas, comme par exemple le bizutage. Mais le pire était cet homme, Theodore Dobias. Il m'a dit que c'était un monstre. Et j'ai bien vu que c'en était un. D'un côté, il y avait des garçons qu'il aimait beaucoup, et de l'autre, ceux qu'il n'aimait pas. Je me souviens que le lieutenant Dobias avait pour habitude d'entrer dans les vestiaires et de prendre sa douche avec nous. Là aussi, il y avait quelque chose de pervers. Je crois que Donald a appris à manipuler Dobias pour arriver à ses fins. Pour moi, c'est là qu'il a commencé à devenir le Donald Trump que nous connaissons aujourd'hui. Fred Trump lui a dit qu'il fallait être un roi et un tueur. Dobias avait exactement le même point de vue. Donald avait bien compris le fonctionnement de Dobias et il a pensé qu'il pouvait comprendre comment fonctionnait aussi son père. En prenant le dessus sur Dobias, il a pris pour la première fois son indépendance par rapport à son père, en quelque sorte. Ça, c'était fait. À partir de là, il s'est vraiment imposé. Les parents sont rassurés. Donald a été dressé dans le respect des valeurs américaines et de celles de son père. Il lui a fallu la discipline et les rituels de l'école militaire pour se trouver une nouvelle place. Et est devenu le chef de l'un des groupes d'élèves, quelqu'un qui brutalisait les autres adolescents afin de montrer qu'il était aux commandes
qu'il était le patron, qu'il avait un rang élevé parmi les élèves. Cette expérience lui a montré quel genre de chef il pouvait être dans un cadre militaire. Le Trump Village à Coney Island est le chef-d'œuvre de Fred Trump, un complexe de 7 grands immeubles d'habitation construits dans les années 60. C'est la première expérience immobilière de Donald auprès de son père. Donald travaillait pour Fred Trump chaque été. Il observait ce que son père faisait, ses méthodes de travail qui consistaient à constamment repousser ses limites. Il travaillait sans relâche et il cherchait sans cesse un moyen de rendre quelque chose de rentable encore plus rentable. L'ascension de Donald auprès de son père est le résultat de l'un de ces meurtres que les familles n'avouent jamais, celui de Fred Jr., son aîné, trop beau, sensible, une insulte à l'orgueil et au despotisme de son père. Certains parents assassinent leurs enfants parce qu'ils ne sont pas comme eux. Allez, place nette pour Donald, qui me ressemble, empire, et c'est tant mieux. Fred avait environ 40 ans lorsqu'il est mort. Il était alcoolique et c'est ce qui a causé son décès. Sa vie est allée de mal en pis. Au moment de son décès, il était gardien. C'était un boulot très mal payé. Ce n'est pas celui qu'on imagine pour le fils du président d'une grande société. Il arrive que Donald exprime des regrets, de la compassion concernant son frère Fred. Il dit parfois qu'il ne boit pas car il a été témoin du comportement de son frère. Et il dit qu'il ne fume pas car son frère fumait comme un pompier. La meilleure manière de résister à Papa Trump, c'est de lui échapper. À 25 ans, Donald a fait le tour du Queens, cap donc sur Manhattan, dont Fred se méfie pour les raisons mêmes qui attirent Donald. C'est là que se trouve la puissance, l'argent, la célébrité. Pour un jeune ambitieux que rien n'arrête comme Donald, voilà enfin la seule ville à sa mesure. Il emprunte $1 million à son père et à nous de Manhattan. Le défi est d'autant plus excitant que Manhattan est aussi quasiment en faillite. À cette époque, personne n'investissait dans la ville de New York. La population baissait, les aides sociales augmentaient fortement, la criminalité encore plus. Les gens avaient peur de marcher dans la rue. Au cours de ces 4, 5 ou 6 années, on a probablement dû perdre le siège social de 40 ou 50 sociétés qui étaient au cœur du quartier des affaires de New York. Ce qui m'a impressionné chez Donald, c'est sa volonté d'investir du temps et de l'argent dans une zone que tout le monde cherchait à quitter. Il était très jeune, il avait une petite vingtaine d'années, mais il était très confiant. Il avait un côté effronté. À force de traîner dans Manhattan, Donald repère le Commodore, un ancien monstre d'hôtel. Mais pour l'acquérir et faire les travaux, il faudrait obtenir un abattement fiscal énorme de la ville de New York. C'était un hôtel désuet qui allait bientôt fermer. Il est entré dans mon bureau et a commencé à me montrer des photos de l'hôtel Commodore, de ce qu'il voulait faire, expliquant qu'un abattement fiscal était nécessaire à la faisabilité du projet. Tous les autres promoteurs et conseillers financiers pensaient qu'il faisait une grosse erreur, qu'ils ont attribuée à son manque d'expérience. Et voilà Roy Cohn, l'avocat qui saura ficeler tous ceux qui font obstacle à l'ascension de Donald. C'est l'ancien lieutenant du sénateur McCarthy dans la chasse aux communistes et il a réussi à expédier les Rosenberg à la chaise électrique. As far as this committee is concerned, sir, I would say if we could continue the way we were before, exposing these communists, these traitors, getting them out of defense plants, getting them out of positions in the army and other places. Roy Cohn a été le personnage le plus sombre de la politique américaine. Toute la période McCarthy dans les années 50 entache l'Amérique. Il est par la suite devenu purement et simplement diabolique. Il possédait un vrai charme,
mais en coulisses menacer n'importe qui ou vous disait « Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à toi ». Au fond, rien de tel qu'un avocat pédé, toujours flanqué de ses blondinés athlétiques, pour servir avec adoration le beau gosse à femme qui veut s'emparer de Manhattan. Je suis allé dans sa résidence citadine. On y trouvait de jeunes hommes torse nu traînant dans l'entrée. Il avait un ours en peluche sur son lit. En voyant ça, je me contentais de hausser les épaules. Le pacte entre Donald et Roy remonte à loin, lorsque l'avocat a sorti Fred Trump et son fils d'une sale histoire de refus de vente à des Noirs et fait condamner l'administration qui les poursuivait. Roy Cohn, que Donald considérait comme un père, lui a appris « Charge toujours les représentants de la loi, ne concède jamais rien et fais-les passer pour les méchants. » Avec son talent, son aplomb, sa politesse suave, Roy Cohn défend aussi des mafieux endurcis qui sauront renvoyer l'ascenseur. Le fait que Donald ne s'embarrasse pas de la vérité est une tactique de Roy Cohn. Ils lanceront toujours quelque chose dans l'espoir que ça accroche. Donald va dire une chose un jour et une autre le lendemain. Peu importe que ce soit contradictoire. Il saute d'une idée à l'autre et au final, il est trop tard. On ne peut pas suivre car il est déjà passé à 15 autres sujets. C'est exactement ce que Roy Cohn faisait. 41 années sans impôts, une déduction fiscale de 110 millions de dollars, le coup du siècle pour racheter le Commodore et le reconstruire. Roy Cohn a bien travaillé, mais hélas, il faut lâcher le nom aux associés de la compagnie Hyatt. It's been a long, hard fight. How do you feel? The combination of Hyatt and the new hotel, which is going to be spectacular, something that New York has never seen, with elevators on the outside and atriums and the largest ballroom in the city. We feel all of these are going to combine with really potentially the best area in New York City and probably New York City's most important area, the Grand Central area. All of this is going to combine to make probably the most successful hotel, one of them in the country, we feel. Lors de l'inauguration, premier contact avec le nouveau maire de New York, Ed Koch, un dur à cuire qui n'a pas digéré la déduction fiscale accordée par son prédécesseur, mais qui se prépare pour le coup d'après. Avec le succès de l'opération Commodore, Donald Trump vient de surgir en pleine lumière au théâtre d'ombre du big business de Manhattan. Where did you get the incentive? Well, I don't look at, really in my case, necessarily incentive. I enjoy what I'm doing. I really enjoy what I'm doing. I look at it as being somewhat creative. I think I just, basically, I thrive on what I do. I enjoy what I do. I like what I do. And it's not that I'm looking for anything, I just enjoy it. When I get up in the morning, I'm excited about the day. Who would you call if you were in trouble? Well, maybe I'll call you, Rana. You know, I mean, you're such a nice woman and you look like you know your way around, certainly. So maybe I'll give you a little buzz. Ivana Zelníková, ancienne championne de ski tchèque, a fait un sacré chemin pour atterrir à Manhattan. Quant à Donald, il n'est pas assez chic pour emballer une des héritières snob de Park Avenue. Un mariage d'intérêt bien compris en somme, où l'amour s'écrit en dollars, le ménage se cimente par l'ambition, le plaisir se nourrit du fun d'horrifier les vrais riches en leur piquant un maximum de pognon. Elle se mettait en quatre pour lui plaire. Lui, il lui en a fait baver et elle le supportait. Mais il lui faisait aussi confiance et l'a mise à différents postes au fil des ans. Il lui a donné beaucoup de responsabilités. Quant à elle, elle ne s'en laissait pas compter. Et puis de son passé communiste, Ivana a gardé les réflexes d'une bureaucratie impitoyable. Elle sait faire traîner les factures. Donald is just a wonderful human being. He's giving and he's warm, and a lot of people, they look at him as a tough businessman, which he is. But Donald is, if you're good to him, he's good to you. If you're not good to him, you're dead. Because sooner or later, he outsmarts you somewhere. Vous aimiez le Commodore, refait par Donald Trump, vous adorerez la Trump Tower, au cœur du triangle d'or de Manhattan. Et cette fois, pas question de se tromper d'adresse, il y a le nom de Donald sur la façade.
The finest piece of real estate, considered to be the finest piece of real estate in the world, is at the corner of Fifth Avenue and 57th Street. That's the Tiffany corner of the world. We're now building a 68-story tower at Fifth Avenue and 57th Street, which is going to be, I believe, the most spectacular building of its kind in the world. Nobody believed it would be possible to build that kind of a building in that location because nobody ever assumed that that location could possibly be purchased. But all of a sudden it was. Pour Donald, la Trump Tower, c'est la mère de toutes les batailles à venir. Et sa décision stupéfiante d'engager une femme ingénieure pour conduire les travaux s'avérera la meilleure. Donald a adoré embaucher une femme pour superviser le chantier de la Trump Tower, car sitôt fait, il a fait savoir que lui, Donald Trump, était le premier à embaucher une femme pour bâtir un énorme gratte-ciel. Et il adorait le fait que je le défie, que du haut de mon mètre 60, j'aille affronter de gros costauds et que je n'ai pas peur. C'est ce qui lui plaît chez les gens. Je n'étais pas une tueuse, mais je ne m'en laissais pas compter. Je tenais tête à n'importe qui, que ce soit Donald, à qui j'ai tenu tête 1 million de fois, ou à un plombier ou à un électricien. Il pouvait se montrer extrêmement méchant. Il y avait une équipe qui travaillait pour lui et qu'il traitait de façon horrible. Il les humiliait devant nous. Quand il décelait une faiblesse, il l'exploitait. Je ne voulais pas travailler pour quelqu'un qui risquait de me dénigrer ou m'embarrasser devant les autres. Mais du fait de ma nature, il ne l'a jamais fait. Donald et moi étions très proches sur le chantier de la Trump Tower. C'était un peu un mentor pour moi, presque un grand frère. Et bien sûr, je défendais mes idées, car il ne connaissait rien du tout à la construction. Ça, c'était mon domaine. On a eu des disputes mémorables. Il m'a accusé de quelque chose de terrible, à tort. Et vous savez, les gens disent que Trump ne s'excuse jamais. Eh bien, il m'a présenté ses excuses. Et c'est probablement l'une des rares fois où il s'est excusé auprès de quelqu'un. Une des principales motivations des futurs acheteurs, ce n'est pas la vue sur Central Park, c'est le prix astronomique du mètre carré. Donald en a fait son meilleur argument de vente. Et plus c'est haut, plus c'est mieux, à condition de savoir compter comme Donald. Un appartement au 30e étage est plus attrayant qu'un appartement au 20e étage. Et tous ceux qui s'y connaissent en immobilier ou qui ont déjà acheté un appartement savent qu'un même appartement un étage plus haut vaut plus d'argent. Il avait donc dans l'idée d'augmenter l'attrait d'un appartement en le déclarant 10 étages au-dessus. En trichant, on peut gagner. C'est aussi simple que ça. Si vous changez des repères de place et que personne ne vous voit faire, hop, c'est gagné. Et c'est ce qu'il faisait. Il a beaucoup triché. Il ne suivait pas les règles, il les contournait. Ed Koch et son staff, au grand complet, honorent de leur présence l'inauguration. Fred Trump, que Barbara Race, exaspérée par ses interventions, a failli défenestrer, est très fier de son fiston. Excellent, fantastic, unbelievable. The mayor has created such a tremendous atmosphere with respect to the city of New York that Europeans, people from all over the world, it's become the #1 city in the world. And I say a large part of that is due to the tremendous abilities of Mayor Koch. I think he's done a tremendous job. You know, there's nothing wrong with being rich. I wish more people were wealthy and could afford to move into this co-op. It never hurts, Mr. Mayor, does it? Right. By the way, he is a chip off the old block. This is my father, Fred. Right, who has done a remarkable job. Certes, mais tout le monde a compris, il n'y a plus qu'un seul Trump qui compte dans le business familial. À 38 ans, Donald Trump a rejoint le panthéon des capitaines d'industrie dont le capitalisme américain cultive la légende. He's an American phenomenon who's had, I would say, a more profound effect on this city and changing its face and changing its image than any other person. Et Donald a un nouveau projet,
Une friche industrielle de 14 hectares où il rêve de construire une ville entière. Mais il faudra évidemment passer par Ed Koch pour un autre abattement fiscal et une multitude de permis de construire. Or, le maire a confié l'étude de ces plaisantes formalités à son bras droit, Ruth Messenger, aimable mais inflexible. Accorder un abattement fiscal pour construire des logements à faible loyer dans le Bronx était évident. Ça prendrait du temps et ça ne serait pas rentable tout de suite, mais on avait besoin de ce type de logement. En revanche, octroyer un abattement fiscal pour la construction d'un immeuble de bureau ou d'un hôtel m'a toujours semblé stupide. Je me souviens qu'il essayait de se montrer charmant. Je n'appréciais pas son numéro de charme. Maybe I should explain you what we actually changed since last time. That's correct. I mean, essentially, as you see that the buildings stayed unchanged, you know, the apartment buildings. Assurément, l'intérêt de la ville de New York est que le projet se fasse, mais pas aux conditions exigées par Donald. D'autant plus qu'il vient de sortir sans crier gare un nouveau missile. L'érection de la tour la plus haute du monde au cœur même du programme. Il disait toujours, « Vous avez tellement de chance que je construise le plus haut gratte-ciel du monde ici. » Sauf que personne ne voulait de ce bâtiment, peu importe d'ailleurs nos opinions politiques ou notre position face à la nouveauté. Et ça le rendait furieux car il n'aime pas que les gens soient en désaccord avec lui. Une solution serait de contourner l'obstacle en faisant ami-ami avec Koch lui-même. Ivana est chargée de l'opération de charme, mais Koch devient sourd lorsqu'on aborde le sujet de la tour. Ed Koch a tout donné à la ville. C'était un homme ordinaire, pauvre, un homme du peuple qui a gravi les échelons jusqu'à diriger la plus belle ville du monde. C'était un bon gestionnaire. Il disait la vérité aux gens et sortait dans les rues où chacun pouvait le voir et l'approcher. Il était vraiment charismatique. Pour Donald, s'attaquer à Koch n'était pas rien. Car Koch était l'homme le plus important de la ville. En le défiant, c'était comme s'attaquer à Goliath. Ed Koch n'a jamais aimé Donald Trump et n'a jamais voulu avoir affaire à lui. Le maire ne cédera pas, sa réélection est en jeu, et tant pis si cela déclenche la guerre des insultes. Au fond, il croit comme Donald à la vertu des conflits. Ed Koch is a man of little talent and little ability, and he's really done a very bad job in New York, and he's got problems with me because I'm the only one that goes around and says it. Everyone else knows it, but they don't go openly and say it. I have no further comment to make on Donald Trump, and that's the end of it. What else? I almost feel sorry for the guy. He's got problems. First volley coming from Donald Trump. How can our idiot mayor go to Nicaragua when he can't even run New York City? The return volley from Koch. In this day and age, one does not use terms like idiot and moron to be vituperative. Finalement, oui pour l'abattement fiscal, puisque c'est devenu la règle depuis le Commodore, et non, archi non pour la tour, qui va finir au carton des utopies impossibles. C'est un ensemble massif qui a ajouté de nombreuses habitations à la ville. Les gens qui y vivent aujourd'hui effacent son nom de l'immeuble. Ça en dit long sur leur opinion. Mais il a beaucoup bâti. Personne ne peut lui enlever ça. Donald cherche l'occasion qui lui permettra de renouer avec le maire. Or, justement, Ed Koch est empêtré dans un problème que la bureaucratie l'empêche de résoudre. La patinoire de Central Park. I can tell you, if it weren't for Ed Koch and Henry Stern, we wouldn't be standing here today. So I'd like to introduce our great mayor, Ed Koch. Thank you. You just saw the modest Donald Trump. Le chantier de rénovation de la patinoire qui était fermé depuis des lustres n'avait pas avancé d'un pouce depuis 13 ans. Donald a relancé les travaux. Ses méthodes musclées ont fait merveille. Ed Koch a regardé ailleurs
En 4 mois, l'affaire était bouclée. Embrassons-nous Folleville. L'inauguration de la nouvelle patinoire est un grand moment d'hypocrisie politique pour le tout New York médusé. Quand les choses n'avancent pas, c'est le maire qui est tenu responsable. Trump lui a proposé de régler le problème et il l'a fait. C'est l'une des choses les plus intelligentes et les plus efficaces qu'il ait faites, et c'est ce qui a rendu Koch furieux. La fenêtre du bureau de Donald n'ouvre pas seulement sur la patinoire, mais aussi sur l'hôtel Plaza, sorte de château Renaissance qui aurait avalé un dinosaure. Le Plaza est acheté beaucoup trop cher par Donald, jamais en peine d'acrobatie, mais ce bijou de palace est un jouet idéal pour Ivana. My wife Ivana, who's the subject. Ivana's running the Plaza Hotel. She's got an ability to manage and manage with style, and I thought the greatest toy that I could give Ivana would be to put her at the Plaza Hotel. Le Plaza Hotel est aussi une bombe atomique pour carrière mondaine, et même la célèbre Maria Shriver s'y déplace pour interviewer la nouvelle patronne. He appointed you president of the Plaza, and he said, I'm going to pay my wife $1 a year in all the dresses she can afford. Is that enough compensation? Is that the right kind of compensation? You're working as a team, and you're working on the same thing. Don owns it, and I own it. We own it together. I wouldn't ask him for a salary. I'm a traditional girl with European background. The man is the boss in the family. Elle lui coûtait de l'argent et causait des problèmes inutiles sur le terrain. Mais elle apportait aussi sa contribution. Elle participait au design, à la décoration, ce genre de choses. Elle avait un rôle à jouer et il lui faisait confiance. La publication de The Art of the Deal impose Donald comme le modèle du self-made man auprès de lecteurs point trop regardants. Dans ce livre, écrit à la première personne, il apparaît comme un voyou charmeur, un genre de mauvais garçon. Mais il a tellement de flair qu'il nous fait rire et qu'on le trouve intelligent. La première fois que j'ai interviewé Donald Trump dans son bureau, je cherchais cette personne-là et je ne l'ai pas trouvée. Je n'en ai pas décelé la moindre trace. Tout ce que j'ai découvert, c'était un homme qui ne s'intéressait ni à l'introspection, ni à l'histoire, qui ne s'intéressait à rien, si ce n'est à ce qu'il avait réalisé. Désormais, Donald se lance dans des acquisitions tout azimut. Le délirant palais de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, 10 000 mètres carrés d'appartements, et même Ivana cale un peu pour la déco. Le yacht Trump Princess, racheté au milliardaire saoudien Khashoggi. Hélas, Ivana n'est pas très croisière, Donald n'a pas le pied marin et le Trump Princess se contente de faire le tour de Manhattan. Je dirais que c'est un millionnaire populiste ou prolétaire, suffisamment malin pour ne pas s'excuser d'être millionnaire. C'est là qu'est la clé. Avant lui, les gens riches ont toujours cherché à s'en excuser ou à le cacher. Et Trump débarque en déclarant « Je suis millionnaire. Vous pouvez aussi le devenir. Voilà ce que j'ai à vendre. » Le rachat d'une compagnie aérienne paraît plus dans la ligne du big business. Mais les avions sont des coucous essoufflés, les pannes se multiplient et les pilotes font la gueule car les plateaux repas caviar et champagne ne sont pas pour eux. Tout ce qui l'intéresse, c'est de récupérer de l'argent rapidement et de passer au projet suivant. Il n'y a pas de vrai milliardaire sans équipe de foot. Et Donald acquiert aussi les Generals of New Jersey, plus une flopée de joueurs de premier plan. You wouldn't, however, be surprised if he came home one day and said, Ivana, I want to run for governor, I want to run for president. You're never surprised with Donald. You never know what he's up to next. He's full of surprises at all times. Would you say, no, I don't want that? Or would you say, let's go for it? I guess I would support my man. La fortune de Donald rejaillit sur sa famille et Roy Cohn a été coopté comme cousin providentiel. Mais tout à la frénésie new-yorkaise de ce temps-là,
Il est rattrapé par le sida. Il nie l'évidence et tense la mort qui s'approche. I'll tell you what I will be remembered for most. I will be Roy Cohn dies, was McCarthy's chief aide. No matter what I do, good, bad, indifferent, that's what it's going to be. What would I like it to be? I don't object to that. La disparition de Roy Cohn est une catastrophe pour Donald, dont il ne mesure pas tout de suite la gravité. L'avocat le protégeait contre lui-même, il n'aura plus personne pour rattraper ses erreurs et limiter sa mégalomanie. Donald a demandé « Où est passé mon Roy Cohn ?» Roy Cohn était son protecteur. Et c'est cela qu'il cherche toujours. Quelqu'un qui le protège au quotidien et lui évite de s'attirer des ennuis. À temps forcé sur la chance, Donald pense qu'elle va le suivre jusqu'au casino d'Atlantic City. La ville du jeu de la côte Est est en déclin. On vient de dynamiter le Blenheim Palace et les hôtels casinos modernes peinent à faire le plein. Raison de plus pour que Donald s'y intéresse et veuille renverser la situation en construisant des casinos de rêve ou de cauchemar, cela dépend du point de vue d'où l'on regarde. Le gala d'ouverture du Trump Taj Mahal est placé sous l'invocation du Have a Great Time. Mais Donald a entendu les sinistres craquements provenant du côté des banques. Oui, good luck, Donald. Continue à frimer et à amuser la galerie. Plus aucun de tes créanciers n'est prêt à te suivre dans ta chute inéluctable. Bye, Matt. Anyway, thanks so much. Have a good trip. Bye. We'll wrap everything up tomorrow. And now, Mike, where are you? I'm at the real Taj Mahal here in Atlantic City. And as you know, Katie, and today, waiting for me, the great and powerful Oz, Mr. Donald Trump. Oh, How are you? Hi, Thank you very Katie. much. Hi. Why name a hotel casino after the Taj Mahal? Well, you actually said it. This is the real Taj Mahal. I don't know about the one in India, but this is the real thing. And how's business? Business has been incredible. Business has really been incredible. C'est l'heure de la revanche pour la presse qui sonne l'halali en titrant sur la faillite de Donald. On additionne et on soustrait à qui mieux mieux, et notamment sur les chaînes de télévision. It's been only a few months since Donald Trump said he was worth up to $5 billion, but when accountants totaled up the worth of all of his assets, they turned out to be considerably less. The former king of cash may soon be broke. Trump was in a deep hole. The accountants said his assets were worth only $2.91 billion, leaving him owing about $295 million if he sold everything he owned. How much is Trump worth in cold cash? $200 million. Hyatt Hotel at $100 million. The Plaza, perhaps Trump City, $400 million. Atlantic City Holdings stands to manage plus $840 a month, plus $246,000 a month. Parmi le personnel du Trump Taj Mahal, on crie au complot des puissants et des riches contre le héros du petit peuple. The newspapers don't make the people make the news. And we are the people. Rien de tel pour le doper que cette confiance qu'on lui témoigne. C'est la fuite en avant, où il continue à mentir, à eux comme à lui-même. The Taj Mahal set a record, an all-time record. Nobody wants to write about it. They want to write the negatives, not the positives. And that's okay, because that's really been the way it's been with me anyway, I guess. Thank you very much. Thank you. We love you. Thank you. When people say something false, I attack those people because the news gets away with murder, the news media. They go after people, and I watch it, and I'm not just talking about names. The difference between me and other people is I'll attack back. Well, I don't think I would be, but let's talk about what we talked about yesterday. Back to the negative. Back to the you know what? Do this interview with somebody else. Well, we talked about this yesterday on the phone. This is exactly what we talked about. Do the interview with somebody else, really. Yeah, you don't need this.
do it with somebody else and have a good time. Because frankly, you're a very negative guy, and I think it's very unfair reporting. Good luck. I disagree with you. Sorry you feel that way. Okay, I'll see you later. There's nothing that we didn't discuss on the phone, Donald. Si la paranoïa de Donald s'est retournée contre lui, elle lui donne encore la force de résister et de penser qu'il va s'en sortir. De fait, le montant de ses dettes est tel que les banques sont coincées. Il reste une marge pour négocier. I learned that it's certainly not something you want to go through again. I also learned about loyalty. I mean, some people that I would have assumed would have been loyal to me weren't, and some people that I really didn't necessarily know if they were going to be loyal, they were very loyal. You really can't tell about loyalty until the chips are down. My banks were professional. My banks were loyal. They stood by me, and I appreciated it. And, you know, and that's why they liked me, and they made a good decision. Plus de yachts, plus d'avions, et maintenant le moment est venu de régler ses comptes et la priorité c'est de larguer Ivana, qui pourtant n'a pas flanché. Il ne supporte plus sa femme, devenue la reine de New York, alors qu'il n'en est plus que le bouffon. Ses déjeuners de dame chic, son accent slave, ses brushings, cette comédie de la mère parfaite, tout lui fait horreur, jusqu'à cette manière qu'elle a de se dire encore amoureuse de lui. Is there anything you wouldn't support your man in? Oh, sure. Oh, sure. I wouldn't support him on a few things, but I wouldn't support if Donald would be running around and fooling around, you know, and that I couldn't live with. You know, I have a certain pride, and that I couldn't really go through, but otherwise I support him in anything. Eh bien voilà pour l'épouse idéale. Il fallait bien évacuer toute cette tension de ces derniers mois et s'amuser un peu. Ces demoiselles peu farouches ne se sont pas fait prier pour le repos du guerrier. C'est un peu leur métier. Élégante moralité de cette gracieuse soirée. Quand on est célèbre, c'est un jeu d'enfant d'attraper les filles par le poussi. Très apprécié des féministes. Quant à Marla Maples, ravissante ambassadrice de l'usine à Plastic Surgery, elle a des ambitions nettement plus artistiques et mène une revue de charme du côté de Broadway. Donald, enfin saisi par le goût du mécénat, assure la production. La critique théâtrale est peut-être un peu courte, mais enfin le feuilleton démarre en fanfare. Inutile désormais de prétexter des rendez-vous d'affaires pour s'éclipser. Donald s'affiche sans vergogne avec Marla et Ivana n'a plus qu'à presser sur la touche avocat. Vous connaissez La Grenouille, le restaurant français le plus coté de Manhattan? Des centaines de reporters et de paparazzi y attendent Ivana, qui a prévu un petit brunch discret entre copines. Nul ne sait qui a transmis les réservations à la presse, mais enfin le scandale est énorme et l'opinion publique a pris parti pour l'épouse bafouée. Ivana n'a plus qu'à prendre exemple sur les blondes éternelles en bison qui pratiquent le divorce et la pension alimentaire comme un sport. Ça y est, le divorce est officiel, Ivana garde le plaza. Avec la naissance de la petite Tiffany, oui, comme le bijoutier, Donald a l'air très content. Marla encore plus, elle serre contre elle son assurance sur la vie, on ne saurait être trop prévoyante. La saison suivante de la série est finalement sans surprise. Exit Marla et pension alimentaire pour Tiffany, arrivée de Melania, la belle modèle slovène. Mais qu'est-ce qu'il a donc avec toutes ces filles de l'Est? En l'occurrence, la nouvelle épouse ne manque ni de classe ni de caractère, et Donald, jeune papa de 60 ans, paraît comme dépassé par une organisation plus efficace que prévu. Yeah, you will have lunch and then you go to school. Now I'm gonna go. Yeah, first you will have lunch and then you go to school. Il a eu 3 femmes, mais n'a jamais été proche d'elles. Il n'a jamais partagé leur chambre. Il a toujours vécu séparé de ses épouses. Mommy, can I bring this to school? No. Il mène une existence solitaire.
Il a très peu d'amis, très peu de personnes à qui parler, et c'est pour ça qu'il recherche ce genre de lien. Washington ignore Donald Trump. Trop bavard et trop corrupteur, donc dangereux. Pourtant, Donald Trump s'est toujours intéressé à Washington en fonction de ses intérêts. Quand Donald Trump s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016, c'était la 6e fois, je dis bien la 6e fois, qu'il parlait de se présenter. L'idée n'était donc pas toute fraîche. Mais que sait-il vraiment de l'héritage républicain des pères fondateurs, du message de Lincoln, des valeurs de la démocratie? Il n'a jamais changé. Je l'ai interrogé un jour sur une chose qu'il avait faite dans sa jeunesse, sur le changement qu'elle avait entraîné, et il m'a répondu « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas changé de manière significative depuis l'âge de 7 ans. » Il a suffisamment de recul sur lui-même pour se rendre compte qu'il n'a pas changé d'un pouce. D'ailleurs, une des forces de Donald, c'est son cannibalisme puéril. Il se sent toujours à l'aise et joyeux avec des enfants. Thank you for coming here. It's really nice. And enjoy your Christmas and enjoy your Hanukkah and enjoy everything. We're gonna have a good time. Go sing another song. Avec les enfants, il n'y a pas de compétition violente, seulement la nostalgie mystérieuse de cette enfance qu'il n'a pas connue. Il n'a jamais été vraiment conservateur, c'est une certitude, mais globalement il n'a pas une approche idéologique. On ne peut donc pas l'associer à une idéologie en particulier. Pour un type qui a toujours été borderline avec la justice, Donald est un farouche défenseur de la loi et de l'ordre. Lorsqu'une joggeuse est laissée pour morte à Central Park, il récupère l'émotion qui soulève les New-Yorkais horrifiés. Et quand les soupçons se portent sur une bande d'adolescents de Harlem, il réclame contre eux la peine de mort, à grand renfort de placards dans la presse. Ils seront condamnés à de lourdes peines avant d'être innocentés. Il a toujours considéré que les jeunes étaient coupables et les a dénoncés en des termes très durs. Et lorsque les analyses ADN ont prouvé leur innocence, il a continué à dire qu'ils étaient coupables. C'était infamant pour ces gosses de Harlem. Trump les a vraiment calomniés. Cependant, Donald partage le joyeux optimisme du couple Reagan et se rapproche de la droite triomphante qu'ils incarnent sans complexe. Deux transfuges d'Hollywood qui maîtrisent la politique spectacle, Nancy et Ronald. Image, glamour, célébrité, voilà un cocktail qui mène au pouvoir. Et même en plus vulgaire, ça peut sans doute encore marcher. On peut établir un parallèle avec Ronald Reagan. C'était un meneur qui savait toucher l'homme ordinaire, le chauffeur routier du Middle West, le coiffeur. On les appelait les démocrates de Reagan. Trump touche aussi ces gens-là. Mais il n'y a encore que Larry King pour le prendre au sérieux et lui donner l'occasion d'étaler ses opinions. Japan is a money machine. Saudi Arabia is a money machine. Kuwait, these are money machines, the greatest ever created. Why aren't these countries, these wealthy money machines, paying us for the defense of their freedom and their nations? And these are the countries that in 24 hours they'd be wiped off the face of the earth if it weren't for America. It's ridiculous. Et voici, messieurs, dames, le nouveau gouverneur du Minnesota, élu par surprise, le catcheur Jesse Ventura. Ce vigoureux athlète applique en politique les règles de son art. Beaucoup de chiquet, de rodomontade et de brutalité. Voilà qui intéresse prodigieusement Donald. Les Américains se passionnent depuis longtemps pour le voyou, le renégat, le type de personnage issu d'un milieu très différent qui intègre le système politique et dit leurs 4 vérités aux dirigeants. Donald a beaucoup d'affinités avec Jesse Ventura. Le complot des élites contre les braves gens, la furieuse envie de renverser la table, l'humiliation de faire ricaner Washington.
He doesn't care for the cold weather, so to get him here in Minnesota cold weather is a triumph indeed for us. There's a big difference between creating wealth and being a member of the Lucky Sperm Club, which a number of different people that are right now running are. If people think that I'm running, we do great. If I do decide to do this, which I very well might, Jesse's support would be very important to me. Donald est très tenté par un ticket pour les présidentielles avec son nouvel ami. Mais Jesse est aussi ombrageux que lui, et en dehors du Minnesota, deux monstres de foire risquent de ne pas dépasser les talk-shows pour ménagères. I'm not going to be running. The party is, as you know, self-destructing. Jesse has left, and that's a problem. And so I will not be running. Those options, in your opinion, do not include a run for the presidency or the vice presidency. Right, this year. It may include something in the future, but at this point... Here we go with this flirtation again. No, okay. well, No? I'm just saying that in a number of years, I might consider it. Et puis les parents Trump viennent de mourir l'un après l'autre. Fred devenu fou. Marianne saisie d'une mélancolie où s'est perdue la mémoire de sa vie dans l'ombre. Curieusement, Donald n'en parle jamais. Donald Trump a passé un demi-siècle à organiser sa vie et à créer un personnage public, à devenir une célébrité. Il a toujours été accro aux coupures de presse, aux articles à son sujet. Il les annote au stylo et envoie ses commentaires au rédacteur en chef et à l'auteur, qu'ils soient positifs ou non. Il a toujours cherché le respect du New York Times, mais n'a jamais eu le sentiment de l'avoir. Il est donc très critique envers le Times et cherche en même temps désespérément à lui plaire et à entrer dans ses bonnes grâces. Puisqu'on l'enferme dans les pages People et faits divers, autant y aller carrément. Il reste Playboy et ses Playmates de disponibles. Donald n'a pas besoin de se forcer. Il apprécie Hugh Hefner, qui a fait fortune avec son petit lapin et ses belles gosses déshabillées. À tout prendre, c'est encore plus efficace que ces grands journaux qui le dédaignent. Puis est arrivé ce programme télévisé, The Apprentice, qu'il a vu débarquer dans les salons américains et a fait de lui le patron, le type des salles de conférence, l'homme à l'appartement luxueux, aux avions et aux hélicoptères à son nom. Un personnage à la Louis XIV, avec d'énormes responsabilités, qui vit dans le luxe et l'opulence, qui a le pouvoir. Donald a fait plusieurs fois faillite, la belle affaire. Dans l'imaginaire américain, cela signifie qu'il est un businessman toujours prêt à recommencer. La recette de The Apprentice, on enferme 20 jeunes aux dents longues à la Trump Tower et le patron Donald désigne celui qui sera le tueur digne de travailler pour lui. L'émission était très regardée. Tout le monde sait que ce n'est pas vraiment la réalité. Mais au bout d'1 minute 30, on oublie et on se dit que c'est vrai, que c'est une vraie salle de conférence, que la scène est réelle, que c'est la vraie vie. Succès phénoménal de l'émission à travers tous les États-Unis, où l'on entonne la formule miracle « You are fired », vous êtes viré, dans les cours de récréation comme à Wall Street. Donald a réussi son coup, il est redevenu le patron vengeur qui amuse tout le monde et que l'on adore détester. Avec son doigt de Dieu et son « tu es viré », Trump était très impérieux, très théâtral. Et je pense que ça lui a véritablement donné la stature d'un homme capable de prendre la tête du pays, de mettre de l'ordre dans tout ce bazar et de s'entourer des bonnes personnes. Il allait s'installer dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et il saurait quoi faire. Mais Donald va avoir 70 ans, il se fait tard. The Apprentice lui a conféré une impunité miraculeuse. Il n'y a plus une minute à perdre. Comme il l'a dit dans un de ses rares moments de lucidité, il pourrait abattre quelqu'un en pleine rue sans que ça ne choque les Américains. Le temps de la vengeance est venu. Donald va débarrasser les perdants de l'American Dream de ceux qui les ont grugés.
Ce couple Clinton, qui se prétendait de ses amis et l'a toujours traité avec condescendance en profitant du pouvoir pour faire fortune. Ce nègre africain et musulman Barack Obama qu'adore un ramassis d'intellectuels gauchistes. Donald croit-il aux énormités qu'il profère? Aucune importance. Il n'est pas nécessaire d'être un homme politique, ni d'être issu de l'élite intellectuelle pour devenir président. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Tel le clown maléfique à la poursuite de Batman qui hante l'imaginaire d'une Amérique innocente, le Joker Trump va-t-il s'emparer de la Maison-Blanche? Allons, c'est une farce de plus de l'impayable Donald. Eh bien si, il y avait un Joker prêt à renverser la table en souriant à sa victoire. À quoi bon commettre toujours la même erreur? Donald Trump n'a pas surgi brusquement. Il vient de très loin dans l'histoire des États-Unis. Il le sait parfaitement et il a su s'en servir. Comme il se souvient peut-être aussi qu'il fut un enfant à qui on a refusé le privilège des premières années heureuses pour le dresser seulement à se battre, à frapper et à tuer pour gagner.